Alors, Madame la rapporteure, je fais semblant là, mes chers collègues, nous accueillons à présent Dominique Marchand, chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Merci d'être venu jusqu'à nous. Je vous rappelle que cette commission a été décidée par le Sénat à l'initiative du groupe Les Républicains dans le double objectif d'établir un état des lieux partagé du modèle universitaire français et d'identifier des leviers qui permettraient de renforcer la qualité du service public de l'enseignement supérieur dont l'université est le socle. Déclaration de principe de notre commission. Même si le champ de compétences de l'inspection générale que vous dirigez dépasse largement celui de l'enseignement supérieur, votre service joue un rôle fondamental dans l'évaluation des politiques de l'enseignement supérieur. Et on aura beaucoup de questions d'ailleurs à vous poser, Madame la rapporteure et moi-même, sur les outils avec lesquels vous évaluez aujourd'hui l'enseignement supérieur. Nous avons reçu hier la présidente du HCRS. Voilà, donc les deux auditions s'enchaînent parfaitement. Je vous résume en quelques questions nos préoccupations et les attendus de cette mission. Donc, quelles sont les forces et faiblesses du système universitaire français? Comment vous voyez aujourd'hui la pression croissante des établissements privés et des universités étrangères? Alors, sur les établissements privés, je crois que nous sommes assez certains maintenant de voir prochainement un projet de loi ici au Sénat sur la réformation de la régulation des enseignements des établissements supérieurs privés lucratifs. Voilà. Autour du 1er juin, m'a-t-on dit. Bon, on va attendre avec certitude la date, mais manifestement, ça se confirme. Quels sont les marqueurs de l'excellence académique des universités? Comment vous mesurez cette excellence? Et je vous propose, dans un premier temps, de prendre la parole pour environ 10 minutes et nous présenter, dans le cadre d'un propos liminaire, votre vision des choses. Ensuite, je passerai la parole à Madame la rapporteure Laurence Garnier pour un échange de questions. Puis ensuite, je passerai la parole à mes collègues sénatrices et sénateurs. Avant de vous donner la parole, je suis obligé de procéder aux formalités d'usage et je suis obligé de vous rappeler qu'un faux témoignage devant cette commission est passible des peines prévues aux articles 434-13-14-15 du Code pénal. Et je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité et rien que la vérité en levant la main droite et en disant « je le jure ». Donc je jure de dire la vérité, toute la vérité. Je prends acte de votre serment et je vous demande par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de notre commission d'enquête. Vous n'en avez Strictement. pas. Je vous rappelle que cette audition est diffusée en direct sur le site du Sénat. Je vous laisse la parole pour environ 10 minutes. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, les sénatrices et sénateurs. Alors, peut-être en préambule, vous dire deux choses. D'une part, pour nous, c'est un exercice un peu particulier, un peu complexe, puisque il n'est pas question là. Je suis là en tant que chef de service de l'inspection générale, accompagnée donc de mes deux collègues, le responsable du collège enseignement supérieur et recherche et un de nos éminents collègues qui travaillent beaucoup dans le domaine de l'enseignement supérieur et la recherche, puisque même si nous pouvons avoir des idées respectives et personnelles sur les questions que vous êtes susceptibles de nous poser, nous considérons là que nous sommes en tant qu'Inspection générale. Et donc, notre propos, si vous le voulez bien, consiste à vous répondre sur la base des rapports produits par l'inspection générale et non encore une fois par nos visions personnelles, puisque nous sommes là au titre de l'IGCER. Ce qui veut dire par voie de conséquence que d'une part, nous avons essayé de travailler sur la base du questionnaire que je vous remercie de nous avoir envoyé vendredi en fin d'après-midi. Donc nous avons travaillé dans ce cadre-là, dans l'objectif de répondre au mieux à vos questions, mais encore une fois sur la base de rapports que nous avons pu produire jusque-là. Vous voyez, dans mon rôle de chef de service, il est tout aussi important que le serment que j'ai prêté tout à l'heure, de n'évidemment pas ni dévoyer, ni déformer, ni vous dire des choses
qui n'ont pas été dites dans des rapports de l'inspection générale, puisque le fondement même de l'IGCR, mais comme de toute inspection générale, c'est que nous sommes un service placé au ministre des tutelles, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Président, de 3 ministres aujourd'hui, avec actuellement également une ministre déléguée, donc Éducation nationale, et une ministre déléguée la formation professionnelle, à la voie professionnelle, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, et la ministre de la Jeunesse et des Sports. Donc, ce qui correspond aussi très bien à notre organisation, puisque j'évoquais tout à l'heure le Collège d'Enseignement supérieur, Recherche, Innovation, mais de la même manière, nous avons d'autres collèges dans les autres champs ministériels. Donc, ce qui veut dire que je vais, et peut-être si vous l'acceptez, mes collègues pourront venir en soutien, essayer de répondre à vos questions sur cette base-là. Donc, ce que nous avons pu dire dans les rapports, nous vous transmettrons, j'ai été saisie ce matin, nous vous transmettrons évidemment très rapidement la liste de tous les rapports produits par l'inspection générale depuis 2017, si je ne m'abuse, et comme ça vous nous direz ceux que vous souhaitez que nous vous transmettions bien entendu, donc ce qui sera sans doute un complément utile à ce que pourront être mes propos. Mais cela veut dire aussi en creux qu'il y a un certain nombre de questions sur lesquelles je ne pourrai pas vous répondre parce que nous n'avons pas eu de production sur ces sujets-là, y compris, je vous le dis en toute honnêteté et transparence, il y a quelques questions qui nous ont interrogés en se disant ben non, là, ou alors de manière trop éloignée dans le temps, et ça n'aurait pas eu de sens de vous les rapporter aujourd'hui, nous n'avons pas fait de rapport sur tel ou tel sujet sur lequel vous aviez des questionnements. Et nous sommes pile en ce moment dans les réflexions qui commencent sur ce que pourra être notre programme de travail de l'année prochaine. Et je dois dire que ça peut nous inspirer, effectivement, de se dire il y a un certain nombre de sujets de politique publique. Par exemple, vous avez une question sur les doctorants. Nous n'avons pas eu de mission spécifique qui permette de suivre les doctorants de manière particulière, par exemple. Mais donc tout cela pour m'excuser en amont du fait que, bien tout simplement, il y a un certain nombre de questions sur lesquelles je vous répondrai. Nous n'avons pas de rapport et je n'ai pas de base objective pour pouvoir vous répondre, si vous l'acceptez ainsi. Voilà. Alors peut-être quand même pour répondre, revenir avant que vous ne passiez à d'autres questions sur des thématiques principales que vous avez évoquées là, Monsieur le Président, y compris l'articulation avec le HERS. Vraiment, il n'y a aucune difficulté dans nos articulations avec le HERS parce que nos missions sont clairement distinctes. Et d'ailleurs, de fait, il y a 2 ou 3 questions dans le questionnaire sur lesquelles je ne peux pas vous répondre parce que je vous répondrai, c'est le rôle du HCERS, très précisément, sur le fait d'évaluer la qualité de la formation, d'évaluer la qualité de la recherche. Ça, c'est vraiment son rôle absolument intrinsèque. Notre rôle à nous, il est multiple, c'est ce que dit le décret d'abord qui régit toutes les inspections générales de manière générale, hein, donc des décrets de 2022 et le décret de décembre 2022 qui régit en particulier l'IGCR. Nos missions, elles sont des missions d'évaluation de politique publique, de conseil d'orientation au ministre commanditaire, donc qui dans le cadre d'un programme de travail publié d'ailleurs annuellement et prochainement de manière pluriannuelle, permet de demander un certain nombre de missions à l'inspection générale, donc généralement d'évaluation, de suggestions, de propositions, de recommandations sur des thématiques de politique publique. C'est un des axes très très classiques de toutes les inspections générales. Évidemment des missions de contrôle. J'y reviendrai plus précisément suite à votre question, Monsieur le Président, sur la pression croissante des établissements privés et puis des enquêtes administratives lorsqu'il y a des faits graves, des événements graves qui sont portés à notre connaissance. Et donc voilà, donc la distinction, elle est assez claire. Nous arrivons y compris à travailler de concert. Je vous citerai un exemple que je trouve très intéressant. Nous avons fait et qui illustre aussi un autre pan des missions de l'inspection générale qui est cette mission d'accompagnement et d'appui des établissements ou des services déconcentrés. Et pour vous en donner un exemple, donc nous avons fait un rapport sur l'université de Poitiers. L'évaluation du HCERS avait mis en exergue le fait qu'il s'agissait d'une organisation particulièrement facultaire au plan de cet établissement, au point qu'il entrave le fonctionnement de l'université, qu'il pèse sur ses processus de décision et l'empêche d'avoir une vision politique et stratégique suffisamment affirmée.
Et de fait, le ministère nous a demandé une mission d'accompagnement de cet établissement pour lui permettre justement de conduire les évolutions qui étaient attendues et qui permettraient de répondre aux constats négatifs qu'avait fait le HCERES. Et donc, c'est ce que nous avons fait et nous avons confirmé dans nos constats ceux du HCERES avec des fonctions support largement réparties dans les composantes. Je vous cite cet exemple non seulement parce qu'il illustre la qualité de notre collaboration avec le HCERES ou nos apports complémentaires, mais aussi parce que j'y reviendrai sans doute aussi quand vous évoquez le sujet force et faiblesse des universités, sur ce qui peut être d'ailleurs une faiblesse de leur organisation interne et sur lequel, là, pour le coup, nous avons pu faire un certain nombre de préconisations. Et donc, cette dispersion de compétences dommageable, et donc nous avons fait des préconisations que l'université a mises en œuvre et qui sont tout à fait effectives. Alors, pour poser le cadre peut-être par rapport à votre question générale sur les forces et faiblesses de l'université, je vais essayer non pas d'en faire une liste exhaustive, mais quand même d'en évoquer un certain nombre d'entre elles. Donc d'une part, au niveau des forces, vous l'avez mesuré, je pense, très largement, sa capacité à absorber les réformes. Il y a même eu des réformes extrêmement significatives, que l'on parte du LMD, de la loi responsabilité des universités, la loi ORE, tous les événements, les fusions, les regroupements, la montée en puissance du privé sur laquelle je reviendrai. La capacité à assurer une augmentation du nombre d'étudiants extrêmement significative, mais nous y reviendrons sans doute aussi, puisque vous aviez des questions sur les filières sélectives ou non, sur leur capacité à accueillir un grand nombre de bacheliers, beaucoup de bacheliers, et si ce n'est tous les bacheliers. Tout en étant pour autant adossé à la recherche, dont nous avons pu constater dans nos travaux que, y compris en licence, 50% des heures d'enseignement sont assurées par des maîtres de conférences ou des professeurs, et donc par des universitaires, avec ce que cela signifie comme appui sur la recherche, même si bien entendu il y a des variations selon les disciplines. Et puis une évolution aussi quand même très forte de la qualité de l'enseignement, de l'adossement de l'enseignement, avec en corrélation bien entendu avec l'avancée des connaissances et avec les besoins du monde économique, ce qui est bien entendu un de ces leviers. Une grande couverture du territoire, qui s'est développée là aussi, que ce soit avec des formations de type IUT ou de type composante INSPE, ou que ce soit à travers des opérations destinées à soutenir l'aménagement du territoire. Ça peut être des formations déconcentrées sur le territoire, typiquement, je ne sais pas, Toulouse qui a une antenne à Auch, voilà, mais ça permet aussi d'avoir cette capacité de formation et de prise en compte. Donc, quand même une relative couverture du territoire. Vous aviez des questions, donc on y reviendra peut-être. C'est aussi le cas, bien sûr, sur les campus connectés qui ont pour base un soutien des établissements d'enseignement supérieur. Un certain nombre de diplômes ou de cursus qui sont profondément reconnus et qui sont même recherchés. Voilà ce que je peux vous dire dans notre vision, encore une fois, qui peut être une synthèse de ce qui ressort de plusieurs rapports de l'inspection générale, mais des faiblesses aussi, naturellement. Je ne connais pas d'organisme ou d'institution qui n'en ait pas. Sans doute parfois une insuffisance reconnaissance en termes d'attractivité et d'image, qui peut justement être opposée à certaines filières sélectives, peut-être aussi contrairement à ce que peuvent faire des établissements privés, de moindre capacité de communication, et parfois aussi, à contrario avec ce que j'évoquais précédemment, une forme de manque d'agilité parce que les moyens peuvent être tout simplement insuffisants, ou parce qu'ils sont mal répartis, ou parce qu'il y a un certain nombre de leviers RH qui ne sont pas suffisamment utilisés, y compris des leviers réglementaires ou permis par la loi.
Et puis l'éternel sujet de l'équilibre compliqué à trouver entre les enjeux de recherche et les enjeux de formation. C'est un enjeu et c'est un équilibre extrêmement complexe où, bien entendu, les enseignants-chercheurs sont sollicités sur les besoins de formation et avec, comme je l'évoquais tout à l'heure, une évolution très, très significative des étudiants à laquelle les universités ont su répondre. Mais bien sûr, cet équilibre complexe avec la recherche qui est mieux reconnue pour une grande partie d'entre elles, mais j'y reviendrai sans doute parce que dans ce domaine, nous avons des propositions ou des préconisations à faire. Sans doute une formation pédagogique au sens strict du terme, au sens didactique, tel que nous pouvons y travailler aussi dans le second degré, qui est sans doute encore perfectible. Une évaluation des enseignements, même si elle a été instaurée depuis plusieurs années, qui est sans doute elle aussi encore trop perfectible, et des relations parfois trop distantes. Alors cela dépend des formations, bien sûr, cela dépend des cursus, cela dépend de la pression, mais parfois encore trop distantes entre le maître et l'élève, si je peux l'exprimer ainsi, ce qui n'est pas sans lien avec les difficultés que peuvent avoir les étudiants en début de cursus, avec tous les changements que cela implique pour eux. Et donc, en résultante, un accompagnement sans doute, en tout cas notamment dans les premiers mois de leur cursus, sans doute encore trop faible des étudiants, et avec tout ce que cela comporte, aussi de besoins d'accompagnement de manière générale sur la vie étudiante. Un système au fond qui est relativement peu lisible, avec une multiplicité des formations extrêmement importantes, une offre de formation qui est compliquée, même si, vous l'avez noté sans doute, Parcoursup est loin d'être un algorithme et on peut absolument trouver toutes les informations dont on a besoin sur Parcoursup, sauf qu'au bout d'un moment, c'est difficile, même tellement il y a d'informations de la trouver. Donc, il y a ces aspects-là de faible lisibilité du système. Et puis, la dualité très historique et qui fait partie des spécificités françaises avec les écoles et d'ingénieurs, qu'elles soient publiques ou privées d'ailleurs, et les classes préparatoires aux grandes études, aux grandes écoles, pardon. Et puis sans doute... peut-être une visibilité encore moindre, même si ce n'est pas le cas. Je parle de visibilité de ce qu'est la réalité de la professionnalisation au sein de l'enseignement supérieur. Voilà, très très brossé à très grands traits, de manière très synthétique, force et faiblesse des universités, dans un contexte où, comme vous l'avez souligné, il y a une croissance extrêmement forte des établissements privés. Là, très strictement, quand je regarde le côté inspection générale, dans le côté contrôle, qui fait partie typiquement de nos missions. Comme vous le savez sans doute, nous avons une mission en cours, qui est en cours de finalisation, que nous avons partagée avec l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale des affaires sanitaires et sociales, pour contrôler des établissements privés. En tant que tel, c'était une vraie première pour nous, pour plusieurs raisons, et notamment, je reviens à ce que vous évoquiez, Monsieur le Président, sur le PJL en cours, sur le contrôle des établissements privés, qui pour nous, en tant qu'Inspection générale, serait un outil extrêmement important. Il y a eu déjà des évolutions dans une loi de 2025 qui permet d'élargir nos compétences dans ce domaine, mais nous avions jusque-là une grande difficulté à le faire dans la mesure où nous pouvons contrôler les établissements et institutions qui disposent de financement de notre ministère. Or, lorsque des formations privées se sont développées, notamment avec des crédits de l'apprentissage, qui relèvent du ministère du Travail, nous pouvions avoir des interrogations sur la base juridique nous permettant d'intervenir. Et donc, oui, nous sommes fortement en attente, au-delà des autres évolutions qu'elle porte, bien entendu, de ce que le projet de loi pourrait nous apporter. Et je crois que c'est majeur, non pas pour l'inspection générale en tant que telle, mais pour le rôle que joue l'inspection générale lorsqu'elle est dans une dimension de contrôle et qu'elle peut le faire auprès d'établissements de cet ordre.
Voilà, pour vous tresser un panorama très rapide. Pardon si j'ai été un peu longue et je vais essayer de répondre à vos autres questions. Merci, Monsieur le Président, Madame la chef de service. Merci pour ces propos introductifs. Donc, comme vous l'avez compris et comme l'a exprimé le Président Ouzoulias, le propos de la commission d'enquête est de cerner les points de fragilité des universités françaises pour garantir l'excellence universitaire partout où elle existe et la restaurer ou la renforcer partout où elle est fragilisée. Nos questions porteront donc sur les points de difficulté que nous commençons à identifier au cours de nos auditions, même si nous avons à l'esprit aussi les forces que vous avez évoquées au sein de nos établissements et leur capacité d'adaptation à de nombreuses réformes et leur capacité à s'adapter, à bouger, à mettre en place un certain nombre, y compris de formations innovantes, comme ils ont pu le prouver au cours de ces dernières années. Alors, je vais essayer de vous poser des questions relativement resserrées. Si vous pouvez apporter des réponses concises, ça nous permettra d'avoir un dialogue plus vivant et puis de ensuite pouvoir laisser la parole à nos collègues membres de la commission d'enquête également. Une première question, vous avez évoqué l'articulation entre l'IGCR et l'HCRS, dont nous recevions la présidente en audition hier. Si je ne déforme pas vos propos, vous disiez que vous aviez principalement pour rôle l'évaluation des politiques publiques, nous allons en reparler, à la différence du HCRS qui doit évaluer la qualité des formations. Hier, la présidente de l'HCRS nous disait qu'elle n'était pas légitime pour évaluer le contenu pédagogique des formations dispensées à l'université. Une première question très simple, qui en France se charge d'évaluer la qualité de ce contenu pédagogique ? Je ne peux vous répondre que nous ne le faisons pas non plus. C'est lié à la liberté pédagogique. Et donc, nous ne le faisons pas. Les enseignants-chercheurs ne sont pas évalués comme le sont les enseignants dans le second degré. Et donc, nous n'évaluons pas nous-mêmes la qualité des formations stricto sensu, c'est-à-dire que nous n'allons pas dans une cour et dans un amphi pour expertiser la qualité de l'enseignement, comme cela peut se faire effectivement par l'inspection générale y compris, ou par les inspecteurs pédagogiques régionaux dans le second degré. Donc, ce que vous nous répondez, c'est que c'est articulé et organisé de telle manière, c'est pas un manque qui est identifié, c'est une volonté de l'État français de ne pas entrer dans le détail des contenus pédagogiques dispensés au sein de nos universités sous couvert, pardon, j'utilise ce terme qui est peut-être pas adapté, de la liberté académique qu'on entend tout à fait par ailleurs, mais qui pourrait ne pas exclure une forme de vérification de la qualité des contenus. Oui, il y a liberté académique, je parle surtout là de liberté pédagogique, vraiment, et qui appartient aux enseignants-chercheurs et sur lequel, non, en tout cas, nous n'avons pas de regard. Est-ce que c'est vrai aussi des personnels qui sont en détachement? Je pense au Prague. Quand ils sont dans la situation d'enseigner à l'université, ils bénéficient de la même façon de la liberté pédagogique et académique que les maîtres de conf et professeurs statutaires. Oui, je ne voudrais pas vous répondre d'erreur, mais parce que là, je vous réponds à titre personnel, là, pour le coup. Mais à mon sens, non, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'évaluation. C'est pour ça que, d'ailleurs, j'évoquais tout à l'heure le sujet de l'évaluation des enseignements au sein des universités, qui, à notre sens, ça faisait partie de nos propositions. Et là, donc, je le reprends très clairement, puisque ça faisait partie des propositions de rapport de l'inspection générale. Parce que l'évaluation des enseignements qui, aujourd'hui, se fait, mais de manière assez large, sur l'évaluation de l'enseignement au titre de la formation, au titre de l'unité d'enseignement, etc., soit plus précise. Mais par le dispositif d'évaluation de l'enseignement que l'université met en place, et pas dans notre regard. Voilà. Merci pour ces précisions. On va entrer dans un point d'actualité. Je voudrais évoquer avec vous les assises du financement de l'université, lancées par le ministre de l'Enseignement supérieur Philippe Baptiste, qui portent sur la question des ressources financières des universités.
Est-ce que, selon vous, les orientations que prennent les travaux sont en phase avec les préconisations que vous avez formulées dans le rapport conjoint IGCER-IGF sur le modèle économique des universités? Plus largement, pensez-vous nécessaire de développer les ressources propres de nos universités? Si oui, sous quelle forme? Est-ce que la formation continue peut constituer à vos yeux une ressource propre? Est-ce que vous avez un regard sur la question de l'augmentation, je le précise à chaque fois, mesurée des droits d'inscription sans qu'elle prétende régler le problème financier des universités françaises, ni même baisser les dotations d'État, mais venir peut-être compléter les ressources des universités? Et à l'intérieur de cette question des droits d'inscription, la question des droits d'inscription des étudiants extra-communautaires, comment est-ce que vous expliquez qu'une politique d'exonération massive des droits d'inscription soit développée par les établissements universitaires français quand ils ont, dans le même temps, des difficultés réelles et, semble-t-il, récurrentes à boucler leur budget? Alors, sur ce que sont les orientations des assises aujourd'hui, pardon, mais là, je ne me prononcerai pas. Et d'une part, parce qu'encore une fois, ça ne m'appartient pas en tant que chef de service d'inspection générale. Et d'autre part, parce qu'elles ne sont pas encore, à ma connaissance, finalisées, connues, ni portées. En revanche, comme vous le soulignez, donc, nous avons produit un rapport avec l'inspection générale des finances sur le modèle économique des universités, qui a été rendu public à l'occasion des assises, qui est un rapport que j'aurais un peu de mal à synthétiser là très rapidement quand même, mais qui a un contenu et notamment des annexes extrêmement nombreuses et de très grande qualité. Et donc, oui, ce rapport évoque évidemment la nécessité du développement des ressources propres des universités, tout en soulignant que la dimension même de ressources propres est parfois un peu méconnue. C'est-à-dire que quand on parle de ressources propres des universités, quand même, globalement, si l'on regarde les choses, au-delà de la subvention pour charge de service public, avec tous les autres financements, alors certes, possiblement des collectivités territoriales, qui sont aussi des ressources publiques, bien entendu, mais aussi avec tous les appels à projets, les financements qui peuvent en recourir, il y a quand même une très très grande partie des financements des universités, même s'ils peuvent être rangés dans la catégorie ressources propres, mais qui au final quand même relèvent de ressources publiques. Alors, sur les développements des ressources propres, oui, bien sûr. Ce que le rapport souligne, c'est que typiquement, les appels à projets européens pourraient être davantage soutenus. Nous n'avons pas une performance, très certainement, qui soit au regard de la qualité des équipes de recherche françaises et de leur taux de succès. Là, très certainement, je pense que oui, enfin c'est pas je pense, c'est ce que dit le rapport, et bien que cela c'est un levier très certainement de ressources propres des établissements. Cela demande sans doute une organisation peut-être plus efficiente parfois en interne sur ces sujets-là. Ça c'est un des aspects bien entendu. Et de la même manière sur la formation continue, donc même si le rapport note qu'il y a eu une évolution des ressources typiquement de l'apprentissage qui est en hausse, mais qui représente quand même que 15 et quelques % des ressources propres. Encore une fois, pour autant, ce sont des financements publics, les crédits de l'apprentissage. Il est certain aussi que les universités, même si elles se sont saisies de ce levier, s'en sont sans doute relativement moins saisies qu'un certain nombre d'autres opérateurs. La formation continue également. Outre le service que cela rend à la population, que l'université puisse développer plus d'actions de formation continue et donc de formation tout au long de la vie. Là aussi, il y a un potentiel de développement. La mission qui représente aujourd'hui 400 à 450 millions d'euros globalement, la mission a estimé que le potentiel de développement était de 200 millions d'euros, ce qui quand même relativement, montrerait une capacité de progression très très importante. Et puis, comme vous le savez aussi, nous sommes dans un pays où même si la loi
LRU, donc depuis 20 ans presque, avait créé des dispositifs permettant de développer des fondations. Pour autant, les fondations ont encore un impact limité. Objectivement, mais voilà, nous sommes dans un contexte, contrairement à des pays anglo-saxons, où cette dimension de contribution des entreprises possiblement ne fait pas encore partie de l'histoire, en fait, ou de la culture, dans le culture du pays. Il y a la dimension qu'évoque le rapport aussi sur le patrimoine immobilier. Alors, ça ouvre aussi la question de la dévolution du patrimoine, etc. Mais là aussi, la mission relève que les établissements d'enseignement supérieur disposent d'un patrimoine qui est très important, 16 millions de mètres carrés, si je reprends ce que dit le rapport, et souligne que le rapport financier est relativement peu élevé. Pour autant, ce n'est quand même pas si simple, parce que cela pose beaucoup de questions sur la capacité d'utiliser le patrimoine. En tout cas, la valorisation, selon le rapport, apparaît insuffisante. Alors, si j'en viens là au droit d'inscription, si je fais un focus sur les étudiants communautaires, ce que dit le rapport, c'est que si tous les étudiants communautaires, et donc s'il n'y avait pas la dispense liée à 10%, dispense qui existait avant dans le code de l'éducation, hein, bien entendu, mais qui n'était pas utilisée pour les étudiants communautaires en particulier, mais plutôt les étudiants dont l'université jugeait qu'ils n'avaient pas la capacité de s'acquitter des droits d'inscription. Ce que dit la mission, c'est qu'aujourd'hui le rapport, je vous dis ça de mémoire, mais autour de 100 et quelques millions d'euros, 106 de mémoire, et que si tous les étudiants le payaient au niveau auquel ils sont aujourd'hui, hein, les frais sont fixés aujourd'hui, ça serait un rapport de 234 millions d'euros, je crois. Pourquoi ? Parce que je dois vous dire que je me suis interrogée, y compris auprès de mes collègues, en disant mais je comprends pas, alors que lorsque le rapport a été fait, la mission a constaté qu'il n'y avait que 8% des étudiants internationaux, mais dans leur globalité, qui acquittaient ces frais. Et donc on pourrait s'attendre à ce que le surplus de recettes soit plus important que ça. Mais en réalité, d'une part, le sujet ne concerne évidemment pas les étudiants venant de l'Union européenne. Il ne concerne pas non plus les doctorants, qui sont quand même nombreux, très nombreux dans l'attractivité, ça rejoint l'attractivité du pays d'ailleurs, hein, sur l'accueil des doctorants, et non plus un certain nombre d'étudiants de type réfugiés ou dont le foyer fiscal est en France depuis 2 ans. C'est la même chose pour les boursiers, puisqu'ils peuvent être boursiers par ailleurs. Ne concerne pas non plus les boursiers du gouvernement étranger, etc. Donc quand on regarde, il y a dans le rapport toute une présentation qui est, je crois, assez bien faite, qui démontre quels sont les étudiants auxquels cette mesure s'applique réellement, et ce qui explique le chiffrage qui a été fait par mes collègues et avec ceux de l'IGF sur cet aspect-là. Sur les droits d'inscription de manière plus générale, vous l'avez vu sans doute, la mission a proposé quatre scénarios. Hein, voilà, et avec un scénario 1 qui était sans doute celui privilégié, je pense, par la mission, en tout cas du côté de JSR, visant à promouvoir un équilibre entre, certes, une augmentation des droits d'inscription, mais aussi, en contrepartie, un changement du système des bourses sur critères sociaux. Voilà, donc nous savons tous, je pense, qu'il a un certain nombre de limites. Je trouve pas je cherche le slide, je ne peux pas avoir tous les chiffres par cœur voilà, en tête, mais donc avec ce scénario qui permettrait de déterminer à la fois ce que serait le gain, le coût pour les finances publiques. Hein, je pense que l'évaluation a été faite de la manière la plus précise possible en essayant d'évaluer tout ce qui était de l'ordre des recettes supplémentaires et des surcoûts des finances publiques, et avec ce qui a été baptisé le rendement supplémentaire pour l'État. Voilà ce que je peux vous en dire à ce stade, mais c'est une présentation évidemment très rapide. Toutes les précisions sont dans le rapport. Bien, merci madame. Alors, on va poursuivre avec des questions concernant la
la qualité de la formation, même si j'ai bien entendu que certaines réponses ne concernaient pas votre périmètre d'action. Est-ce que vous pourriez nous préciser, peut-être avant d'entrer dans des questions plus précises, le cadre d'un contrôle mené par vos services dans un établissement? Quelles sont les modalités qui fixent le programme du contrôle et quels sont les résultats attendus, obtenus à l'issue des contrôles que vous avez pu conduire? Quelles sont les répercussions concrètes au sein du ministère de l'Éducation nationale ou de l'enseignement supérieur? Décrivez-nous un peu le flux et les impacts des travaux que vous conduisez sur les politiques publiques des universités françaises. Alors, nous sommes dans des dimensions parfois qui sont du contrôle. Typiquement, le contrôle des établissements privés. J'évoquais tout à l'heure, je pense pouvoir le dire ici, d'une part parce que je suis devant une commission d'enquête, et d'autre part parce qu'il y a eu un certain nombre d'articles de presse. Nous avons en premier lieu, lorsque des choses sont graves, le levier de l'article 40 de la saisine du procureur, en lui transmettant tous les éléments qui nous permettent de considérer qu'il y a des infractions qui peuvent avoir une qualification par le juge. C'est qui est quand même un levier tout à fait significatif, d'où ce que je vous disais tout à l'heure sur l'importance pour nous d'avoir les leviers législatifs permettant de le faire pleinement sur certaines catégories d'établissements. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse de contrôle, qu'il s'agisse d'enquête administrative, nous agissons toujours par saisine du ministre. Bien entendu. Donc avec une lettre de saisine. Et après, ce qui relève de l'indépendance propre de l'inspection générale, c'est de déterminer le périmètre de son contrôle, la nature des auditions, les conclusions qu'elle emporte, ses recommandations. Voilà. Ce qui est, pour vous répondre sur le contrôle, stricto sensu. Mais nous avons aussi, et ce qui est prévu dans notre décret d'ailleurs constitutif, des missions qui sont plus des missions d'audit et d'accompagnement, notamment pour les universités. Vous voyez, je vous citais l'exemple de l'université de Poitiers tout à l'heure, je pourrais vous en citer d'autres, et notamment des missions d'accompagnement ou d'audit qui ont beaucoup porté sur des sujets d'analyse financière de l'établissement en question, et donc de faire là des propositions de recommandations de suivi qui doivent permettre à l'établissement d'améliorer ses process, d'améliorer son mode de formation. Ça va de la gouvernance à des aspects extrêmement techniques d'analyse, et là nous produisons des recommandations et des conclusions. Et excusez-moi, sur l'audit et le conseil, je vois parfaitement l'aspect organisationnel, pilotage, y compris financier des établissements. Sur les missions de contrôle, si vous pouvez, c'est pas pour vous ennuyer, mais si vous pouvez nous donner, sans citer d'établissement, mais un exemple précis, qu'est-ce que vous allez contrôler? Puisqu'il y a les missions de conseil et d'audit, organisationnel, financier, comme pourrait le faire un institut de conseil extérieur. Enfin, c'est pas évidemment la même chose, hein, mais enfin, je vois bien ce que recouvrent ces missions-là. Lorsque vous êtes dans du contrôle, puisque vous ne vous intéressez pas au contenu pédagogique des formations, qu'est-ce que vous allez contrôler précisément? Tout dépend quel est le sujet. Je veux dire que si le sujet c'est par exemple un déficit très important, eh bien on va pouvoir les regarder ce que sont, si ça vient de la faiblesse des recettes ou s'il s'agit, vous voyez, mais on est proche là pour le coup entre contrôle et enquête administrative. Là, je ne peux pas citer l'établissement, mais nous avons actuellement une mission dans une structure d'une université, une mission de contrôle d'enquête administrative sur de possibles dérives financières, y compris à titre personnel. D'accord, très bien. Voilà, ça fait partie de ça. C'est plus clair. Oui. Mais si vous me permettez, juste, je voudrais souligner un point sur les aspects audit accompagnement, sur un des aspects que nous développons, qui font partie des modifications qui ont été faites en décembre sur le décret organisationnel de l'inspection générale, qui est de pouvoir mettre en place des commissions des suites. L'intérêt,
C'est justement lorsque nous faisons des recommandations, des préconisations qui nous semblent structurelles et importantes, d'avoir la capacité, mais jusque-là ce n'était pas dans le décret, donc nous l'avons fait ajouter dans le décret donc en décembre, sur le fait de pouvoir aller voir l'établissement et de dire voilà nos recommandations, quelles étaient-elles et pourquoi ne les avez pas mises en œuvre ou vous les avez mises en œuvre. Nous venons de l'instaurer, je crois, vous l'avez peut-être vu, annoncé par le ministre dans une université parisienne. Parfait, merci madame. Un point maintenant sur l'accès au parcours universitaire. Quel regard portez-vous sur les modalités actuelles de détermination des capacités d'accueil des établissements ? De manière très concrète, aujourd'hui, les établissements nous disent que les rectorats pilotent leur capacité d'accueil. Ils souhaiteraient, en tout cas au dire du président de France Université, pouvoir avoir la main et eux-mêmes arbitrer en fonction de ce qui leur semble opportun, quelle capacité d'accueil ouvrir ou fermer en fonction des filières. Quel regard vous portez-vous sur ce point-là, des capacités d'accueil des établissements et de leur incapacité à les définir eux-mêmes? Alors, vous savez, là, pour une fois, là vraiment, j'ai une préconisation dans ce rapport qui dit la même chose. C'est-à-dire qui dit que les capacités d'accueil, deux choses majeures, me semble-t-il. Les capacités d'accueil, elles sont trop peu souvent aujourd'hui fondées sur la réalité de la capacité pédagogique, de la capacité d'intervention, de la réponse aux besoins. Et quand je dis réponse aux besoins, c'est évidemment des besoins du monde économique, mais aussi et surtout, bien sûr, liés avec les capacités d'insertion professionnelle des étudiants, etc. Donc ça, c'est le premier constat, vraiment, et qui est dans un... Pardonnez-moi, si ça concerne certaines filières en particulier, n'hésitez pas aussi à le préciser. Merci. J'ai perdu, voilà, c'est bon. Et donc ça, c'est le premier des constats, en se disant que effectivement les capacités d'accueil ne sont pas suffisamment fondées sur les critères majeurs sur lesquels elles devaient être fondées, et formule la proposition que ces capacités d'accueil soient confiées aux établissements d'enseignement supérieur. C'est également un vecteur d'autonomie. Merci beaucoup. Une question sur la stratégie Bienvenue en France. Quels sont selon vous les marqueurs d'une stratégie internationale performante pour une université ? Est-ce que la maîtrise de la langue française par les étudiants internationaux est suffisamment contrôlée en amont de leur accès à l'université? Nous avons eu quelques échanges avec notamment le président de l'OREF sur ce sujet. Et par ailleurs, est-ce que les minima financiers demandés à ces étudiants leur permettent vraiment de suivre des études dans de bonnes conditions, alors même que le président de France Université évoquait notamment le fait que beaucoup, évidemment pas tous, et c'est heureux, d'étudiants extra-communautaires basculent rapidement dans des situations de grande précarité? Alors là, je ne peux pas vous répondre au titre de l'inspection générale parce que... Évidemment, en toute transparence, nous avions envisagé dans le programme de travail de l'année qui vient de se passer d'avoir une mission sur les étudiants internationaux. Sauf que nous essayons de travailler aussi de manière évidemment non concurrente, complémentaire, tant que faire se peut, avec la troisième chambre de la Cour des comptes. Et la Cour ayant lancé juste quelques temps avant nous des travaux sur les étudiants internationaux, de fait, nos priorités sur des missions du programme de travail de cette année se sont portées sur d'autres sujets et nous n'avons pas fait de mission à ce titre. Voilà, je peux là pour une fois sortir un tout petit peu de ce que je vous disais en préambule pour vous dire que de mes missions précédentes, effectivement, je confirme que les étudiants internationaux très souvent font appel à des besoins de soutien et notamment du réseau des Crous parce qu'ils n'ont pas les capacités d'assumer leur vie au quotidien. C'est une grande partie d'entre eux, oui.
Oui, merci d'appeler vos anciennes fonctions de présidente des CNUS. Et effectivement, c'est aussi un des moyens de percevoir la précarité dans laquelle peuvent se trouver certains étudiants. Et il semblerait que cette problématique soit récurrente au sein de nos universités. D'abord dans le respect de la dignité de ces étudiants et ensuite dans l'optique de l'excellence universitaire. Ça pose évidemment question. Quand un étudiant doit travailler 35 heures par semaine pour subvenir à ses besoins, qu'il est obligé de faire appel au service du CNUS pour trouver un logement dans le meilleur des cas, on comprend aussi qu'il n'accède pas à l'obtention de sa licence en 3 ans et que tout ça ne favorise pas l'excellence et la réussite des étudiants. Absolument. Une dernière question avant de passer la parole à nos collègues concernant les antennes universitaires. Vous l'avez évoqué avec Auch et Toulouse dans votre propos liminaire. Nous avons entendu au sein de nos précédentes auditions des propos diamétralement opposés sur la pertinence de ces antennes universitaires. Certains plaidant pour leur suppression pure et simple, d'autres estimant que ce sont au contraire des leviers d'égalité territoriale d'accès à l'enseignement supérieur. J'avais une question simple pour nous permettre d'essayer d'y voir plus clair. Est-ce que vous avez, Madame la chef de service, des chiffres sur les taux de réussite des étudiants issus de ces antennes ou bien issus des universités centrales, si on peut le dire, ou bien savez-vous si ces chiffres existent ailleurs que chez vous? Alors, il semblerait utile qu'ils existent. Alors non, nous ne les avons pas et typiquement là ça fait partie, vous voyez, des sujets sur lesquels nous n'avons pas fait de mission en tout cas ces dernières années. Il est possible que le CIES l'ait, mais non plus. Mais les universités sans doute. Donc peut-être un questionnaire un peu général aux universités sur ce point-là permettrait d'y répondre, mais en tout cas non, moi je suis incapable de répondre à ces questions. Merci beaucoup. C'est bon. Alors je vais passer la parole à mes collègues, mais avant je me la donne à moi-même, si vous me permettez, chers collègues. Voilà, charité commence par soi-même. Plusieurs questions très, très techniques. Et là, je comprendrai parfaitement que vous ne puissiez pas y répondre. Sur la gestion des fonds collectés. Il nous remonte du terrain des récriminations des chercheurs et des enseignants-chercheurs qui aujourd'hui trouvent que les frais de gestion demandés par certains organismes sont totalement exorbitants, 40-50%. Voilà. Ils ont le sentiment que c'est la vache à lait. Voilà. Que l'essentiel de leur travail, c'est d'aller chercher des fonds propres pour permettre aux agences et aux organismes de collecter de l'argent. Sur la gestion de ces fonds propres, plutôt au sein des universités, moins des organismes qui ont plus de moyens, est-ce que des usages, je ne vais pas les qualifier pour l'instant, qui constituent à demander aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs de se constituer en micro-entreprise pour recevoir directement l'argent et de se faire financer par des factures, est-ce que c'est des pratiques qui sont conformes à la législation et au statut des enseignants-chercheurs et des chercheurs? J'ai le sentiment, mais je ne sais pas statistiquement comment l'évaluer, que c'est quelque chose qui devient courant. Parce que les services gestionnaires des universités ont trouvé finalement que c'était relativement pratique. Je ne parle même pas, parce que là, ça me semble complètement délictueux, des associations loi 1901 constituées pour ce qui, à mes yeux, de la gestion de fait. Voilà. Et là aussi, on sent que dans la gestion de ce que vous appelez les ressources propres, il y a des libertés budgétaires que les établissements se sont données qui, aujourd'hui, sont peut-être condamnables, mais qui risquent d'entraîner des dérives. Et enfin, je finis sur un point que je trouve fondamental, et c'est sans doute ce que nous faisons ensemble qui a montré la gravité, c'est la crise démographique. Alors,
On peut s'en réjouir en se disant que si le budget ne change pas et qu'il y a moins d'étudiants, le budget par étudiant va augmenter. Mais on est face à une situation, mais tous les pays européens, où alors que nous avons besoin de plus d'ingénieurs, plus de docteurs, on va subir une crise démographique qui va faire que dans la quantité de connaissances produites par la France, il y aura un déclassement inévitable. Moins d'étudiants, moins de chercheurs, moins de recherche. Comment on peut anticiper ça? Quelles sont les solutions et comment on peut le gérer? Voilà, ça c'était mes deux questions. Puis après, je m'arrêterai. Merci, Monsieur le Président. Alors, les potentielles dérives que vous évoquiez tout à l'heure, je me retourne vers mes collègues, mais je ne crois pas que nous en ayons jamais rencontré, jamais. Pourtant, je crois que nous sommes très souvent au cœur des établissements d'enseignement supérieur, mais peut-être ne les a-t-on pas montré à l'inspection générale, je ne sais pas. Mais en tout cas, quels que soient les contrôles, les enquêtes administratives, ça ne nous est jamais arrivé. Voilà. Et alors que nous avons aussi travaillé en appui de manière très constante sur une mission simplification de la recherche, où nous avons beaucoup travaillé sur les sites avec les opérateurs, avec les acteurs vraiment au cœur des sites, nous n'avons pas rencontré ces éléments-là. En revanche, je fais un petit pas de côté, mais pas tant que cela. Nous avons pu faire des préconisations sur certains de nos rapports, y compris sur le rapport sur le modèle économique, sur les taux de préciput et les organisations que l'on peut trouver autour de ça. Et en se disant quand même que la LPR de 2020 a apporté des évolutions, très certainement, notamment sur le préciput pour l'ANR, qui a connu une évolution tout à fait significative, mais que pour les PIA, ce n'est pas le cas. Et donc une recommandation était que nous soyons là, pour le coup, dans l'ensemble, cohérents avec ce que propose l'Union européenne, c'est d'avoir un préciput à autour de 25%. Ça permettrait aussi de simplifier les choses, parce que on vous l'a sûrement dit à plusieurs reprises, c'est sûr que tout ce qui est appel à projet est quand même demande beaucoup de ressources humaines pour pouvoir y répondre, aussi bien par les enseignants-chercheurs que pour les structures administratives. Donc ça serait extrêmement, ça serait important. C'est une de nos premières préconisations. Et puis la deuxième, c'est que il puisse y avoir, comme l'a fait l'Union européenne, sur un certain nombre d'appels à projets qui n'ont pas des financements qui portent à plusieurs millions d'euros, et bien qu'il puisse y avoir une dotation forfaitaire et qui évite de devoir faire X justifications, etc. Donc, ce qui serait une manière d'y répondre. Voilà ce que je peux vous dire sur cet aspect-là, mais peut-être que ma réponse vous n'aura jamais constaté, était rassurant, ce qui a pu être évoqué jusqu'à maintenant. Sur les aspects démographiques et crise démographique. Alors là, nous sommes en train d'y travailler. Le rapport est en cours parce que nous avons un programme de travail, un thème autour de les évolutions démographiques et les incidences sur le patrimoine. Donc, bien entendu, nous avons commencé à regarder les sujets démographiques qui sont quand même complexes à regarder dans l'enseignement supérieur. Et nous ne sommes à ce stade pas très assurés que finalement les évolutions démographiques vont être aussi importantes. Comme vous le savez, je regarde aussi du côté de l'éducation nationale. Et là, vous l'avez vu sans doute, des études de l'ADEP extrêmement précises sur un horizon à 10 ans, parce que l'on voit relativement bien, globalement, la logique du parcours d'un élève. Selon son âge, le taux de fécondité, le taux de natalité, sa progression dans le parcours primaire, dans le secondaire, etc. Dans l'enseignement supérieur, d'une part, c'est plus compliqué. D'autre part, de toute façon, au regard du temps des cohortes et de l'évolution, on ne voit pas d'évolution avant 2035, quoi qu'il en soit. Et dans les 10 années qui suivent, 2035-2045, c'est assez difficile d'avoir des prévisions assez élaborées parce que les facteurs là sont autres et peuvent être multiples. Nous avons constaté, les uns et les autres, l'augmentation extrêmement importante du nombre d'étudiants dans le secteur privé. Quelles seront les évolutions dans 10 ans ou dans 15 ans? Très franchement, je ne sais pas qui peut le dire. Donc cette bascule entre enseignement public supérieur, enseignement privé est extrêmement difficile à prévoir. Le nombre d'étudiants internationaux,
qui compte aussi de manière significative parmi les effectifs, est aussi un élément qui peut venir influer au final sur l'attractivité, la progression ou pas, les choix d'orientation vers le supérieur et ses différentes possibilités sont extrêmement difficiles à prévoir. Voilà. Donc, pardon ? Oui, et aussi le développement potentiellement ou pas de la formation tout au long de la vie qui peut faire qu'il y ait d'autres étudiants qui arrivent. Donc vous voyez, nous sommes dans un contexte multiparamètres qui fait que, encore une fois, hein, nous allons essayer de produire des travaux et nous le faisons actuellement, mais ce n'est pas si évident que ça de ce que seront les incidences des évolutions démographiques dans l'enseignement supérieur au-delà des 10 ans qui viennent. Et encore une fois, dans les 10 ans qui viennent, il ne devrait pas y avoir d'évolution extrêmement significative. On reviendrait quelque part, dans le pire des cas, à ce qu'étaient les effectifs en 2014-2015. Voilà, ce qui était quand même encore des effectifs assez significatifs. Donc, on a tendance à penser qu'il faut continuer à travailler en faveur des effectifs des étudiants. Voilà. Merci, c'était très, très instructif. Bernard Fialaire, David Oros, Max Brisson, des questions ? David, vas-y. Pardon, j'ai cru que c'était l'ordre des intervenants que tu donnais. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Puis merci pour votre présentation. Alors, je vois la complexité de l'exercice, puisqu'il y a les missions ou les inspections que vous avez faites, il y a celles que vous aimeriez faire, et puis il y a les idées que vous avez, mais que vous n'avez pas le droit de dire. Donc, c'est un petit peu compliqué de naviguer, même si des fois, des silences peuvent être aussi assez intéressants. Moi, j'avais justement deux questions à vous poser par rapport à des missions inspections, soit qui auraient été faites, ou soit qui pourraient être faites, puisque j'ai vu que vous étiez en quête de nouvelles idées, le cas échéant. C'est que bon, on fait une commission d'enquête sur l'université, le périmètre est déjà extrêmement large, mais moi je me pose la question sur les impacts qui auraient été étudiés sur l'évolution du programme au lycée et la liaison entre le lycée et l'université, notamment la réussite en licence ou l'absence de réussite telle qu'elle pourrait apparaître en licence. Et alors vous avez parlé du parcours d'un élève de manière classique. Est-ce qu'il y a eu des enquêtes sur le parcours du niveau de l'élève ? Je veux dire par là que je ne vais pas faire partie de ceux qui disent que le niveau a baissé. Je veux dire plutôt que le niveau s'est spécialisé de manière assez complexe pour un élève avant qu'il rentre à l'université, notamment avec ce parcours un peu individualisé. Et qu'on parlait tout à l'heure des programmes à l'université. Eux, les programmes à l'université, ils sont à un niveau de connaissance qui reste à peu près stable. Et souvent, on a un écart important entre le niveau de l'élève en sortant de terminale avec ce baccalauréat obtenu assez largement et le niveau attendu au niveau de l'université, en tout cas en L1, pour une pleine réussite. Alors moi, je siège pour le Sénat à la Commission supérieure des programmes. Ça s'arrête à la terminale. Les programmes de l'université sont connus et je ne vois pas, moi, à quel niveau il y a ce travail ou s'il a eu lieu de mission, de suivi un peu du niveau qu'il faudrait pour pouvoir suivre ça. Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, quand on évoquait effectivement l'évaluation des programmes, donc évidemment, ce n'est pas fait par l'inspection. La question moi, que je me pose, c'est peut-être en adéquation avec la première question, c'est la question sur les volumes horaires à l'université d'enseignement. Où ils sont limités dans les maquettes et donc lorsqu'on compare notamment à des classes préparatoires, on voit qu'il y a un écart assez significatif sur des matières assez ciblées. Or, comme l'a dit le président, on a un besoin de formation scientifique à l'avenir. On a des jeunes qui pourraient être intéressés mais qui sont peut-être en difficulté ou qui auraient besoin d'un volume horaire supplémentaire. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous avez étudié sur comment on pourrait faire évoluer les maquettes en termes de volume horaire ? Voilà. Donc deux questions, lien, pour faire simple, programme lycée, début de l'université et fonctionnement de la licence elle-même en termes de volume horaire. Sur ce qui est vraiment le cœur de votre question, qui est au final l'articulation entre, si je la comprends bien, entre le niveau des élèves sortant du bac, donc sortant de l'enseignement scolaire et de l'université, et leur entrée à l'université, nous n'avons pas fait de mission stricto sensu. En revanche, nous avons fait un rapport sur le premier cycle.
des études universitaires et avec un certain nombre de constats et un certain nombre de recommandations. D'une part, pour constater en premier lieu que l'échec étudiant, c'est pas une spécificité française. Alors, il y a une étude de l'OCDE qui est un peu ancienne malgré tout, mais qui démontrait que voilà, dans la moyenne de l'OCDE, on était autour de 39%, 37% en France sur la réussite. Donc voilà, ce n'est pas une spécificité nationale. Et donc l'on a essayé de regarder ce qu'était l'évolution, avec une évolution quand même plutôt favorable sur les taux de réussite en licence. De la même manière sur un facteur de réussite aussi tout à fait significatif lors des réorientations, ce qui voilà, mais en insistant beaucoup quand même sur, et ça rejoint sans doute tout ce que vous venez d'évoquer, sur le fait que la réussite étudiante, elle était liée aussi au profil, aux résultats scolaires des étudiants et à leur assiduité. C'est un élément extrêmement important, y compris que l'on a regardé. On avait tout un tableau. Je vais essayer de vous retrouver les chiffres parce que voilà. Mais quand on regarde les taux de passage en deuxième année, ils sont finalement assez proches, y compris en CPGE entre IUT et cursus universitaire, lorsque l'assiduité se vérifie. Et ça, c'est quand même un facteur extrêmement important. Et donc, je ne sais pas si vous souhaitez que je les expose, mais dans ce contexte-là, nous avons fait des recommandations pour soutenir la réussite des étudiants. Et notamment, nous avons retenu, je trouvais qu'on a trouvé que les rapporteurs de la mission ont trouvé que le terme était intéressant. On a repris la lutte de ce qu'on peut nommer contre le curriculum caché, qui est une expression d'un professeur d'université américaine d'Harvard d'ailleurs, en se disant que l'étudiant, quand il arrive, il fait face à 3 obstacles absolument majeurs. Donc l'anonymat dans lequel il se retrouve plongé dans un amphi, ce qui renvoie à la question du taux d'encadrement, de la multiplication des travaux dirigés et à cette question-là, de code, de méthodologie de travail que l'on ne connaît pas, et puis un sujet d'orientation. Et sans doute, pour là aussi répondre à votre question, je dois vous dire que dans nos idées, suggestions de programme de travail, je souhaiterais beaucoup que l'on travaille l'année prochaine sur ce sujet de l'orientation, sur ces multiples aspects par rapport aux desiderata des étudiants, aux choix qu'ils peuvent faire, à leur capacité de faire des choix, mais aussi en réponse aux besoins économiques. Donc cela fait partie des recommandations, de recommander également qu'il puisse y avoir des tests de positionnement. Nous avons une idée un peu plus innovante peut-être, qui était de proposer, toujours dans le rapport que je cite là, d'avoir une nouvelle phase dans Parcoursup qui soit spécialement dédiée à la réorientation en première année. Et parce que nous avons également fortement soulevé le sujet de la proximité pédagogique. C'est sans doute un élément majeur. Au regard de ce que vous évoquiez tout à l'heure, vous voyez, au-delà des maquettes, au-delà du nombre d'heures, ce qui différencie sans doute les formations en BUT ou en classe préparatoire aux grandes écoles, c'est aussi cette proximité pédagogique que les étudiants très souvent ne retrouvent pas à l'université quand vous avez, et que vous ne pouvez pas faire autrement, je fais strictement encore reproche aux établissements d'enseignement supérieur dans ce domaine, quand vous avez un nombre d'étudiants extrêmement important dans un amphithéâtre. Ça a l'air d'un truisme ce que je dis là, mais je pense que c'est absolument majeur, et c'est particulièrement ça qui le différencie. Et même en université, nous avons pu constater une disparité importante selon les disciplines du nombre d'étudiants qui peuvent passer avec des différences d'encadrement extrêmement significatives selon les compétences, selon les disciplines auxquelles il s'agit. Donc, si je vous donne quelques chiffres, 48 étudiants par enseignant en psycho, 37 en droit en économie, 18 en sciences de la matière. Vous voyez ? Et donc, je ne parle pas des
amphithéâtres en médecine qui peuvent être rediffusés dans un autre amphi par visioconférence. Et donc ça, c'est un sujet absolument majeur de relations interpersonnelles entre l'étudiant et l'enseignant. Et donc nous avons proposé des scénarios, mais qui ont de toute évidence un impact financier certain, si on veut renforcer l'accompagnement en licence. Voilà. Mais tenable, hein. Ce n'était pas non plus des scénarios extraordinaires. Voilà, j'espère avoir à peu près répondu à vos questions. Merci beaucoup à vous. Merci. Madame la chef de service, je vais prolonger en un mot les propos de David Ross. Deux choses dans ce que vous avez dit. D'abord, la corrélation entre le taux d'assiduité et le taux de réussite. Est-ce qu'il ne serait pas opportun de réfléchir à des contrôles renforcés de l'assiduité, notamment en premier cycle et notamment en première année de licence? Première question. Et deuxièmement, vous avez évoqué un taux d'échec en licence qui ne prend pas en compte les réorientations dont beaucoup, avez-vous dit, sont réussies. Tant mieux. Est-ce que vous avez des chiffres? Alors, sur les taux de réussite en licence, une de nos propositions, c'était justement qu'ils soient affichés, vraiment. Ça nous semblait important, et les taux de présence le soient également. C'est ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que nous avons pu proposer dans un de nos rapports, c'est effectivement cela, c'est-à-dire que les pourcentages d'assiduité corrélés au taux de réussite puissent être connus et publiés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ça fait partie de nos propositions. Je crois que ça rejoint précisément ce que voulait dire Madame la rapporteure. Oui, par information. Ceci dit, le contrôle de l'assiduité est normalement obligatoire. Cela fait partie aussi des éléments sur lesquels se fonde le droit à bourse, par exemple. Ben oui. Donc le contrôle de l'assiduité, il doit être réalisé, oui. Oui, oui, pour les TD uniquement. Et donc voilà, mais pour les amphis, c'est quand même d'une très très grande complexité pour les établissements d'enseignement supérieur de le faire. Voilà, mais oui, et enfin, là aussi, vous voyez, je me permets de revenir à mon expérience antérieure. De manière générale, quand même, le contrôle d'assiduité était relativement plutôt très bien fait dans les universités, puis le vérifier sur les incidents sur le droit à bourse. Vraiment. Mais effectivement, il y a cette limite que cela ne porte pas sur les amphis remplis. Max Brisson. Madame la chef de service, la charnière fait partie des points parfois faibles de notre système d'enseignement secondaire et supérieur. On pourrait aussi avoir de longs travaux sur la charnière entre l'école primaire et le collège. Et moi, j'étais un peu surpris de votre réponse à l'excellent David Ross, parce que vous avez dit que finalement, vous n'avez fait aucune étude sur le sujet, et vous avez fait un long dégagement jusqu'à des propositions parfois même assez fortes, comme une sorte de Parcoursup 2, qui est une préconisation, une recommandation qui pourrait être intéressante et qu'on pourra regarder. Permettez-moi quand même de marquer mon étonnement. Dans une autre vie, je pense que j'appartenais à une maison où on travaillait beaucoup sur ce qu'on appelle le lycée-licence, et on travaillait beaucoup sur l'école du socle d'une part et la charpente lycée-licence. Et là, vous nous dites que finalement, il y a peu d'études sur le sujet. C'est un petit peu surprenant, même si vous avez répondu longuement, malgré l'absence d'études. Permettez quand même qu'à la représentation nationale, on questionne un petit peu le fait qu'on ait une grande réforme du lycée avec la mise en place des spécialités et qu'on observe un fossé avec le niveau licence à l'université. Est-ce qu'il n'y a pas une priorité à mettre en valeur pour essayer de combler ce fossé, même si vous nous dites que les comparaisons internationales ne sont pas catastrophiques pour le pays, même si, et cela a été dit avant vous, les réorientations réussies doivent être aussi prises en compte et qu'il faut donc peut-être minorer le décrochage. Il n'empêche que le décrochage à l'université, et ce que vous en avez dit tout à l'heure, ce monde inconnu dans lequel d'un seul coup débarquent les jeunes étudiants ex-lycéens, mérite quand même quelque chose qui s'apparente à un vrai chantier à ouvrir, qui ne me semble pas aujourd'hui ouvert. Il n'y a pas de fatalité à cela et on ne veut pas se réjouir des réorientations qui pourront, avec la maturité, être des réussites. Mais enfin, il y a eu un moment où le décrochage et l'échec
a pu avoir des coûts personnels pour l'étudiant en situation d'échec et des coûts pour la nation, assurément. Et donc, est-ce que vous ne pensez pas que dans les grands chantiers ouverts, dans lesquels l'inspection générale pourrait prendre toute sa part, il y a à nouveau de porter le sujet lycée-licence, qui était un leitmotiv mais qui n'a pas débouché sur grand-chose, puisque la réforme Vidal a eu lieu avant la réforme Blanquer, et qu'on a mis la charrue avant les bœufs, et qu'on est bien dans une situation d'erreur dans l'organisation de la réforme publique, et où l'enseignement supérieur a gentiment ignoré ce que faisait l'enseignement secondaire. Alors, je crois qu'effectivement, dans ce que j'évoquais tout à l'heure sur des travaux que j'appelle de mes voeux sur le programme de travail à venir, sur l'orientation, ça fait, je crois, typiquement lien avec ce que vous venez d'évoquer, hein, et que je comprends parfaitement. En même temps, voilà, l'inspection générale ne peut pas regarder tous les sujets de politique publique. J'imagine que vous auditionnerez très certainement, évidemment, la Direction générale de l'enseignement supérieur, et qui a développé un certain nombre d'outils, y compris pour suivre, et qui pilote des projets qui permettent de suivre cette complexité, et notamment quant au taux de réussite, de poursuite d'études, etc. Je pense à un outil qui s'appelle Cadran, qui est un projet que porte la DGCIP. Et donc, voilà, on essaie aussi d'avoir des analyses conjointes ou respectives, chacun dans son rôle. Voilà, c'est tout ce que je peux vous répondre sur cet aspect-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Martin Évry. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de vos propos. Une question peut-être à la limite sur pour moi, un grand passage qui a eu lieu en 2018 avec l'évolution de l'apprentissage, c'est-à-dire presque une révolution, et un sentiment que le privé se l'est approprié, et malheureusement souvent pour des raisons financières. Et l'université n'a pas réussi à vraiment capter ce virage, en profiter et le développer complètement. Alors, deux questions à travers ça. Est-ce que l'apprentissage est un lieu d'excellence même à l'université, ou peut l'être ? Comment faire avancer l'université dans ce monde qu'est l'apprentissage, et est-ce que c'est son rôle ? Et puis une autre question un petit peu à part, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, qui concerne plus les prépas type médecine, etc., qui se créent juste après le bac ou au moment pour permettre de réussir en médecine. Que pensez-vous de ces systèmes parallèles qui finalement font un classement, une sélection par l'argent et pas une sélection telle que le veut l'université ? Et quelle préconisation pour arrêter ça ? Alors, sur l'apprentissage, oui, très certainement. Je l'évoquais tout à l'heure dans mon intervention un petit peu, sur le fait que l'université s'est saisie de ces ressources nouvelles. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais je peux le retrouver. S'est saisie de ces ressources nouvelles, mais sans doute moindre que le secteur privé, qui s'est beaucoup engagé, notamment dans des formations dans le secteur tertiaire, et qui étaient de fait moins onéreuses, très souvent, en termes d'équipement, d'enseignement, etc. Et en faisant appel aussi à beaucoup d'intervenants extérieurs. Or, là, pour le coup, nous avons fait un rapport sur les vacataires dans l'enseignement supérieur qui démontre que quand même, comme je disais tout à l'heure, le fondement de l'université, c'est aussi très largement des interventions avec des universitaires, et donc avec une flexibilité qui est moindre, nécessairement aussi. Donc oui, on peut partager le constat que vous avez évoqué tout à l'heure. Sur la question des officines, là, très franchement, je ne pense pas qu'on ait eu des regards sur ce sujet-là. Mais à part ça, voilà, en tout cas, moi, de mon expérience personnelle, je peux vous dire que quand même, beaucoup de facultés de médecine se sont aussi emparées du sujet et assument les formations elles-mêmes, préparation elle-même, ce qui est certes beaucoup moins coûteux et surtout plus efficace. Mais là, je sors de mon rôle de chef d'inspection générale, mais de mes compétences antérieures. Il n'y avait plus d'autres questions ? Non, je voulais savoir s'il y avait d'autres questions. Chers collègues, d'autres questions ? Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Oui, je voulais aussi vous interroger, Madame, sur votre regard sur l'autonomie des universités. La Cour des comptes parle aujourd'hui d'une autonomie en trompe-l'œil.
Vous avez évoqué tout à l'heure la question de la capacité d'accueil qui, selon vous, enfin selon l'organisme que vous présidez, Madame la chef de service, devrait être à la main des universités. On pourrait parler aussi, quand on parle d'autonomie, de la question de la recrutement des enseignants, du recrutement des enseignants-chercheurs. Vous avez évoqué la question des leviers RH des universités. On nous dit parfois qu'ils sont sous-dotés en matière d'expertise comptable, en matière d'immobilier, en matière aussi de sollicitation plus forte des appels à projets européens. Vous en avez dit un mot. Où en est-on? Et selon vous, faut-il pousser plus avant l'autonomie des universités françaises dans une perspective toujours d'excellence académique? Alors, il y a deux éléments qui me permettent de répondre le mieux possible à vos questions, en tout cas je l'espère. D'une part, nous n'avons pas fait de rapport sur l'autonomie en tant que telle, ses évolutions, ce qu'elle avait conduite. En revanche, nous avons été placés en accompagnement du ministère lorsque la ministre Sylvie Retailleau a lancé des travaux qui étaient baptisés Acte 2 de l'autonomie, si vous vous en souvenez. Et donc nous avons apporté notre contribution à ces travaux. Ça n'a pas fait l'objet d'un rapport en bonne et due forme de l'inspection générale, mais nous avons contribué à ces travaux. Et donc, ce que nous avons pu constater, c'était effectivement, et ça rejoint ce que venait de dire Madame la rapporteure, une demande forte des universités de disposer de plus de compétences, notamment sur tout ce qui concerne les personnels BIAT, de tout ce qui sont les personnels administratifs, techniques et des bibliothèques. Et une demande très très forte, et y compris non seulement en termes de gestion, mais aussi en termes de capacité de promotion, d'évolution, d'origine sanitaire, etc. Donc ça faisait partie de leurs demandes fortes qui sont aussi une manière de répondre aux remarques négatives qui ont pu vous être faites, parce que cela permet de renforcer l'attractivité, le recrutement, et d'autant que les universités ont cette capacité d'action concernant les enseignants-chercheurs et pas les personnels administratifs et techniques. Donc c'était une demande très très forte. Il y avait la demande que l'on a évoquée, que vous avez reprise effectivement, sur la capacité à fixer des capacités d'accueil. Nous n'avons pas eu de demande extrêmement forte ou partagée concernant les enseignants-chercheurs. Je me retourne vers mes collègues qui confirment ce que je vous dis. Il n'y a pas eu de réforme, de demande très très forte dans ce domaine, en tout cas qui se sont exprimés à ce moment-là. Et puis il y avait des demandes auxquelles il était parfois difficile de répondre pour des questions législatives, réglementaires, autres. Exemple, le recours à l'emprunt, par exemple. Oui, qui a dû être évoqué auprès de vous. Donc ça, c'est une partie des éléments de réponse. Et le deuxième élément de réponse que je peux retirer d'un rapport que nous avons conduit sur, en particulier, les relations entre le centre de l'université et ses composantes, qui est quand même un vrai sujet. C'est pas sans lien avec ce que je viens d'évoquer, parce que, y compris dans les réflexions sur l'acte 2 de l'université, les universités avaient aussi des demandes portant sur leur gouvernance et qui peuvent relier des évolutions qui ont eu lieu dans le cadre des établissements publics, des établissements expérimentaux, vous voyez, des EPE. Et donc, nous avons fait dans ce rapport-là, sur les missions centres composantes, un certain nombre de préconisations. D'une part, parce que l'on constate les très grandes disparités organisationnelles selon les établissements, du rôle, de la place des composantes, et la difficulté parfois à avoir une équipe présidentielle qui soit vraiment dans un sens d'équipe entre la présidence et les directeurs de composantes parfois. Et donc, une de nos préconisations était de recommander que les mandats soient alignés, et que de fait, de la même manière qu'un président rentre dans un mandat avec des vice-présidents, il rentre de la même manière avec les responsables de composantes dans le cadre d'une équipe, et pour lui donner plus de force, que ce conseil
aujourd'hui, il existe dans le Code de l'éducation le Conseil des directeurs de composantes, mais qui très franchement vit de manière assez différente selon les établissements d'enseignement supérieur. Et donc, on proposait de le remplacer vraiment sous forme d'une instance exécutive de l'établissement, avec le président, les vice-présidents statutaires, le directeur général des services et le responsable de composante. Ce qui est un changement assez significatif par rapport à la gouvernance aujourd'hui, dans laquelle interviennent plutôt parfois d'autres vice-présidents que les vice-présidents statutaires et des vice-présidents qui sont présents parce que prévus dans les statuts de l'université elle-même. Et donc cela, ça nous semblait être extrêmement important. Et puis avec incidence aussi de repositionner le binôme entre le DGS et le président de l'université. Parce que là aussi, dans les diversités organisationnelles au sein des universités des composantes, les déconcentrations, si je peux l'exprimer ainsi, notamment sur des fonctions administratives, peuvent être diverses, peuvent être fortes parfois. Et cela peut poser des questions quant à la capacité de pilotage. Et donc l'idée, au fond, c'était un président qui fait le lien entre ce conseil exécutif tel que je viens de le décrire et les instances de l'établissement, conseil d'administration, conseil académique, etc. Et le DGS qui est le garant de la continuité administrative et qui assure le lien avec les services et l'ensemble des personnels. Ce qui est un schéma qui reprocherait assez les universités françaises, en fait, du modèle européen, où il peut y avoir un président, ou même du modèle anglo-saxon, un président et un prévôt au sein de l'établissement. Donc voilà ce que je peux vous dire en s'appuyant effectivement sur nos travaux. Ce que je peux ajouter, c'est que on observe au sein des universités une montée en compétences et en responsabilité du directeur de cabinet, du président. C'est vrai. Qui joue un rôle d'interface, alors de gestion de la communication de l'université, et en ce moment c'est relativement important, voire même de gestion des ressources humaines quand elle est relativement complexe et qu'elle oblige par exemple à monter des conseils de discipline et autre chose. Voilà. Et oui. là, il y a un corps qui est en train de se constituer qui est très particulier. Alors c'est vrai qu'il s'est constitué au départ principalement sur des besoins effectivement de communication, de maintien de l'ordre public. Vous voyez, des fonctions de directeur de cabinet assez classiques, mais qui finalement ont pris de l'importance. Et donc c'est une fonction nouvelle qui prend de l'importance et voilà, et qui renvoie à ce que je disais sur les diversités organisationnelles parfois. Est-ce qu'il y a d'autres questions, chers collègues? Moi, je me permets une dernière question que j'aime bien, c'est sur les disciplines rares. Voilà. Est-ce que, première question, mais j'imagine votre réponse, est-ce que l'excellence universitaire doit faire que toutes les matières sont encore enseignées en France? Et on voit bien, et je pense aux études juives sur lesquelles j'avais plusieurs fois questionné les ministres successifs, il y a une diminution dramatique du nombre de docteurs. Il y en avait 30 jusqu'à présent par an. Il n'y en a plus que 6, voire 5. Et alors que tout le monde pense que la lutte contre l'antisémitisme, elle doit mobiliser aussi les connaissances et les connaissances académiques, il serait terrible que ces matières ne soient plus enseignées en France. Voilà. Donc comment on peut coordonner une volonté nationale pour une discipline, celle-là ou une autre, et l'autonomie des universités, dont on comprend bien qu'elles n'ont pas envie d'ouvrir des formations qui vont être limitées à très peu d'étudiants. Alors, je comprends parfaitement votre préoccupation, qui est tout à fait légitime. Nous n'avons pas mené de mission dans ce contexte-là. Je suis obligée de vous le dire. En revanche, je ferai peut-être un parallèle avec les travaux qui ont été menés et auxquels, là, pour le coup, nous contribuons fortement, liés à la réforme de la formation des enseignants, avec tous les travaux qui ont été pilotés pour essayer de trouver justement un maillage qui fait quand même écho à ce que vous venez d'évoquer, Monsieur le Président, quant aux besoins de concours dans des disciplines rares.
Voilà. Et donc, il me semble que ça doit être possible. C'est un travail aussi qui, je pense, pourrait être fait au bénéfice des travaux sur les comptes, sur les contrats d'objectifs de moyenne performance. Parce que, vous voyez, là aussi, nous sommes en accompagnement des rectorats et des équipes de la DGCIP sur les comptes de manière extrêmement active. Et ce que l'on en voit là des premières initiatives qui ont été lancées en Nouvelle-Aquitaine et en PACA, c'est que les travaux menés autour des comptes ont permis d'affiner de manière très importante les réflexions stratégiques de l'université en lien avec le rectorat, en lien avec les acteurs économiques, en lien avec les collectivités territoriales. Et je pense que ça peut être un des bénéfices pour répondre à cette question-là. Merci beaucoup pour la clarté de votre propos. Merci infiniment à vous et merci de votre compréhension sur parfois les limites de nos réponses. Merci infiniment à vous. Merci beaucoup. Merci, madame.
On va attendre Madame la rapporteure. Mais si vous arrivez tous de vos universités, ça montre que la SNCF marche encore. Parce que là, il y a toute la France. Hein. Il y a un très beau président de la SNCF. Ça va. Alors moi, je suis en conflit d'intérêt avec vous, Madame Béraud, parce que ma fille est à l'université de Strasbourg, en médecine. Vous dites rien. Ouais. Oui, non.